Fin 2015, je partais enfin en plein cœur de la Syrie, après plus de 4 ans de recherche sur les causes et conséquences des conflits du Proche-Orient. Ce voyage était un passage important pour que je puisse comprendre les enjeux et la réalité des événements. Que je puisse savoir si je faisais fausse route ou pas dans mes recherches. Je voulais aussi ramener un témoignage authentique du terrain, loin du martèlement médiatique que nous subissions ici, en France, et certainement dans tout l'Occident. Je n'allais pas être déçu. Ce premier voyage allait dépasser mes attentes. En plus de trouver un pays magnifique autant par son peuple que par sa culture ou ses paysages, j'allais constater que la vie sur place est aux antipodes de l'information relayée sur nos médias. J'avais déjà pu constater cela lors d'un précédent documentaire en Palestine, mais ce qui se passait pour la Syrie était disproportionné et d'une terrible agressivité. Ce qui finalement me confortait dans mes recherches et confirmait la complicité des médias et des ONG dans les conflits du monde. Ce premier voyage m'avait permis de revenir avec des heures de vidéos et des témoignages uniques. 2 ans après, ces témoignages sont toujours aussi pertinents et d'actualité. Depuis plus de 2 ans, les voyages en Syrie m'ont emmené dans des dizaines de villes et villages du pays, et à la rencontre de centaines de Syriens, dont certains sont devenus des amis. Je suis depuis attaché à la Syrie et aux Syriens. ما في إرهابي فجابيته لسوريا. تمام. أمريكا هي دعمت داعش وهي دعمت النصرة. هي خلقت داعش ودعمت داعش. جميع الألوية الإرهابية هي دعمتين. صحيح. Quelle force, quelle ferveur. Je suis fasciné par ce jeune homme mutilé en pleine force de l'âge. C'est quel... بحب وجه رسالة انه بحاجة بقى بكفي التفجيرات اللي عم تصير بحارتنا ونحن يعني دائما نحن نكون ايد وحده وصامدين رغم من كل هالضرب ورغم من كل هالاذى نحن باذن الله سوريا بخير والحمد لله ولساتنا منتصرين وماشيين مسيرة الجيش العربي السوري كثير يعني حتى يمنعوا الناس انه يروحوا يساعدوا. الواحد فيهم يعني انكسر له خط الضوء ومصاب بجرياته من خلاله Il a été blessé 3 fois, 3 côtes, le bras, les jambes, à cause d'explosions de ce type. Et surtout dans le quartier de Saladin. Ce film est un petit complément au documentaire Les prémices de la victoire. Petit retour en 2015, notamment avec mon ami Damien Viguier. La conférence que vous allez donner maintenant, c'est très important pour nous de savoir vos idées sur ce qui se passe en Syrie. Que pensez-vous à propos de toute cette criminalité qui se passe en Syrie? Bien qu'on entend beaucoup accuser la Syrie de frapper les civils et tout, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'avocat? Je peux surtout parler de ce qui se passe en France, de ce que j'observe dans mon pays par rapport à cette crise internationale dont est victime la Syrie. Je crois que la criminalité, elle est d'abord du côté des gouvernements occidentaux qui soutiennent l'agression dont est victime la Syrie, tout simplement. Là, on peut parler de criminalité. Et elle est malheureusement aussi du côté des personnes qui se laissent envenimer par le discours médiatique occidental et qui croient qu'il est de leur devoir de se livrer au terrorisme syrien. À votre avis, pourquoi ce comportement de l'Occident, des États occidentaux envers la Syrie? En tout cas, moi je peux vous expliquer pourquoi des individus qui sont en Occident, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en Occident, qui viennent en Syrie pour commettre des atrocités. Je peux expliquer pourquoi. Enfin, j'ai une explication, disons. En France, on leur bourre le crâne en leur faisant croire effectivement que le président Bachar el-Assad massacre les religieux, les sunnites. Et dans le même temps, on essaie de leur imposer de force en France une société qui est complètement retournée, avec par exemple le mariage homosexuel, avec une volonté de ne plus distinguer les filles et les garçons. On en est au stade aujourd'hui où
où bientôt on demandera aux enfants de choisir eux-mêmes leur sexe. Les parents ne pourront plus dire si c'est un garçon ou une fille, ce sera à l'enfant de choisir. Donc ça, c'est l'atmosphère que l'on crée en Occident, et tout en diffusant des doctrines très simplistes. Donc tous les ingrédients sont là pour que les gens deviennent fous. Et je comprends que de jeunes désœuvrés, qui n'ont pas de travail, qui n'ont aucun avenir, aucune perspective, n'aient d'autres recours pour survivre que de partir dans ce qu'ils croient être le djihad. Voilà, enfin, de mon point de vue, je ne peux parler que de ce que je vois en France. Hein. Après, sur place, je suis pas en Syrie, moi. Hein. Pourquoi, à votre avis, quel intérêt ont les Occidentaux de comme ça faire tourner l'esprit des jeunes, des choses qui sont très... Alors, moi, je ne peux pas lire dans la volonté et les plans, disons, adverses. Mais en tout cas, on peut voir ce qui se fait. On peut regarder les faits. Bon. Or, on a très nettement une déstabilisation générale du Moyen-Orient, qui a commencé par la Palestine et qui s'est poursuivi par le Liban, qui se poursuit maintenant par donc la Syrie, par l'Irak, n'en parlons pas, ça va jusqu'en Afghanistan. Et dans le même temps, c'est le même mécanisme, une déstabilisation de la vieille Europe. Alors, ça ressemble à une guerre contre le vieux monde. Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on peut résumer la situation. Juste une petite question à propos des frappes qui ont eu lieu hier contre des objectifs de Daesh par la Russie et les accusations qu'on a entendues dans les médias, surtout des mainstream médias. Ouais. Que pensez-vous de cette question? Non mais on ne peut... Enfin, ça devient ridicule. Enfin, les déclarations occidentales sont complètement... La seule chose qu'on peut penser, c'est est-ce que les gens croient vraiment ce qu'ils entendent? Enfin, ça tourne au... C'est même pas ridicule, tellement c'est triste. Vraiment, j'en perds mes mots. Qu'est-ce que vous voulez dire? On est systématiquement dans l'intoxication, dans le mensonge. Moi, ça me rappelle cette phrase d'un dirigeant israélien. À l'époque où il y avait eu un problème à Gaza, il y avait des bombes qui étaient tombées, on avait tué 2-3 enfants sur une plage de Gaza. Et la réaction de ce dirigeant israélien à la télévision française, hein, ça a été de dire « Tsahal est l'armée la plus morale du monde ». Donc je crois qu'à ce niveau-là, c'est pathologique. C'est une pathologie. Et donc il faut faire appel, ma foi, peut-être... à la psychiatrie sociale, il y a quelque chose à réfléchir de ce côté-là. Oui. Ils ont besoin d'un suivi psychologique. Oui, merci beaucoup, maître Didier. C'est moi. Encore une fois, bienvenue. Merci encore. Merci. Petit retour en 2017. À Damas, le voyage commence avec le déballage de la centaine de jouets et de médicaments que nous avons ramenés pour les Syriens. Là, on a déballé une centaine de jouets avec des médicaments. Donc pour les Syriens, et le voyage il commence. Je suis un peu fatigué, c'était très très dur de rentrer cette fois. Bon, de toute façon, je tiens au jeu. Alep est une ville récemment libérée par l'armée arabe syrienne et ses soutiens. C'était très important pour moi de pouvoir m'y rendre. La ville a été très longtemps le centre d'intérêt de l'actualité médiatique. Et en 2015, il m'était impossible de m'y rendre, la ville était assiégée par des groupes terroristes. C'est donc lors de ce dernier voyage que j'ai pu m'y rendre. Les routes ne sont pas encore totalement sûres, mais assez pour pouvoir s'y rendre en autocar. L'armée arabe syrienne ayant repris toutes les positions importantes de Damas jusqu'à Alep.
pu assister à des scènes de destruction impressionnantes, et le mot est faible. Tout cela me rappelle la ville de Homs, où des combats acharnés se sont déroulés, et nous n'avons pas de peine à le croire face à ces visions. La particularité à Alep, c'est l'utilisation par les terroristes de ce que les Syriens appellent les canons de l'enfer. Une arme improvisée sous forme de bonbonnes de gaz chargées de métaux divers, et propulsée dans les quartiers de la ville que les terroristes ne tiennent pas. Ces armes font de terribles dégâts, autant sur l'infrastructure que sur la population. Et autant vous dire que le ciblage est très aléatoire, voire hasardeux. Nous sommes bien dans une volonté de nuire aux populations et de détruire la Syrie. Et nous sommes loin de potentiels actes de rébellion contre un gouvernement. Ces inscriptions sur les murs indiquent que les démineurs russes ont déminé les lieux et que maintenant nous pouvons marcher sans risque de subir une explosion d'un engin explosif laissé par les terroristes. La ville a été libérée. Certes, les roquettes continuent de tomber dans certains quartiers et la menace d'attentat est toujours présente, mais la quasi-totalité d'Alep a retrouvé la liberté et l'armée syrienne a clairement repris position dans la ville, assurant aux habitants une sécurité et la reprise des activités et de la vie. La reconstruction est immédiate et une belle réponse à la destruction. Ce passage à Alep m'a permis aussi de faire plusieurs rencontres et interviews, je vous en partage quelques-unes. À l'époque des Omeyyades, on voit dans l'histoire d'Alep l'existence d'une communauté maronite qui remonte à l'époque des Omeyyades. Malheureusement, la liste des évêques n'existe plus. On n'a pas une liste des évêques après les Omeyyades. C'est disparu, on ne sait pas. Donc, avec l'invasion de Taymurlang, toute la communauté chrétienne d'Alep, de toutes les rites, est disparue. Donc, en 1420, on a construit ce quartier qui s'appelle Al-Jdaïdeh, ça veut dire la nouvelle, un nouvel quartier. C'était tout à fait récent, en 1400. Donc, et c'est par cette date-là que les communautés chrétiennes rentraient à Alep de nouveau. À partir de 1420, on commence une nouvelle histoire des chrétiens d'Alep. Voilà. Monsieur, comment s'appelle-t-il? Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude, je vous conseille de lire Bernard Heiberger. C'est un ami à moi. On a étudié à Rome, on a étudié en Europe ensemble. Il connaît l'histoire de chaque pierre à Alep. Il a trop publié. Il publie chaque année des livres. La bibliothèque maronite d'Alep, qui contient plus de 1700 manuscrits. Et voilà, avec une grande bibliothèque et une archive rare dont je suis le responsable indignement. Voilà. En toute dignité. Bon, voilà. Donc, malheureusement, on a perdu une grande partie de la bibliothèque imprimée. On a réussi à sauver les manuscrits, mais la bibliothèque imprimée, malheureusement, on a perdu presque les 2 tiers. Dans la guerre civile. Dans cette guerre. من أمن وأمان واستقرار والحياة الاقتصادية كان الإنسان السوري عايش مدلل. Donc nous étions en paix avant cette guerre et l'homme syrien était vraiment à l'aise. ما حدث ما هو موضوع لا ثورة ولا حرية ولا ديمقراطية. Donc ce n'est pas une révolution, ni démocratie, ni liberté. إنما كان حرب غاية تفتيت سوريا إلى دويلات وتدمير المنطقة كما حدث في العراق وليبيا واليمن وغيرها.
Donc cette guerre avait comme but la division de la Syrie comme ils ont fait déjà en Irak. ولكن وحده سوريا كانت في تعايش وحده متكامله، ما في عندنا طرح مسيحي ومسلم وغيرها. واكبر مثال عم يشوفوا معنا الاستاذ باسم نصر الله، رجل مسيحي مستشار لمفتي الجمهوريه، هاي سوريا. La Syrie était toujours un pays de convivence et l'exemple typique c'est M. Bassem Nasrallah qui est conseiller du mufti de la République. عيشوا في سوريا فأهلا وسهلا بكم على الروح والسلام. Nous sommes en cohabitation continue. L'essentiel c'est l'homme. Quand on fait une cohabitation, c'est une cohabitation avec l'homme. L'autre pour nous c'est l'homme dans son intégralité. Même vous, si vous décidez un jour de vivre en Syrie, vous êtes toujours les bienvenus. يعني أنا أرى الإنسان، أنظر الإنسان بسأله بقول له شو دينك؟ بقول لي مسلم، بقول له تعال صير صديقي. يسأل لي مسيحي، بقول له لا كش بعيد. هذا ما عشنا. Je ne suis pas pour l'idée de poser la question à quelqu'un. S'il me répond donc, à la question quelle est ta religion, s'il me dit je suis musulman, je lui dis viens à côté de moi, tu m'appartiens. Et s'il est par exemple chrétien, je lui dis non, vas-y, tu ne me concernes pas, donc ce n'est pas ça. Pour lui, c'était quoi l'objectif en fait des terroristes en fait? في قاعدة أنا قرأتها لأرسطو إنه d'Aristote qui dit الشر غايته الشر ومنطلقه الشر. La mal a comme objectif, le mal a comme objectif le mal et son point de départ est le mal. يعني لو سألت هذا الإنسان عن غايته هو يعني لا يعرف، لا يتحدث، هو لا يعرف غايته، فكيف أنا أعرف؟ Le seul objet, si vous posez la question à cette personne-là qui a fait du mal, et quel est votre objectif, lui-même il ne va pas le savoir. Donc comment le savoir quand-même? هو غايته هذا الذي يفعله الآن. Son objectif c'est seulement de faire ce qu'il vient de faire. هو يقتل، يضرب، يدمر، هذه غايته الذي يفعله. Il bat, il tue. أما إن سألني أنا إنسان عن غايتي فأنا أقول له غايتي أن يلتقي الإنسان والإنسان على أسس إنسانية، وأن يتعاون الإنسان مع الإنسان لأمان الإنسان وضمان الإنسان وازدهار الكون. Tandis que moi, si vous me posez la question sur mon objectif, à propos de mon objectif, je vous dis que c'est la collaboration, l'aide entre les êtres humains, supporter les uns les autres, aimer les uns les autres. Et à cette occasion-là, la francophonie d'Alep avait invité Monsieur le Président Giscard d'Estaing, s'il vous plaît. Et il était venu pour donner une conférence dans un grand hôtel à Alep. Et à cette occasion-là, vous vous rappelez, et à cette occasion-là, l'ambassadeur, M. Éric Chevalier, à ce moment-là, avait organisé un déjeuner en face de la citadelle, dans un restaurant avec une très belle vue. Et j'ai eu l'honneur d'être aussi invité à la table de l'ambassadeur et du président. Alors il m'a demandé qui j'étais. Je lui ai dit, je suis l'évêque des Chaldéens en Syrie. Alors après il m'a dit, qui sont les Chaldéens? Et puis après il m'a dit, je suis un simple chrétien de France. Giscard d'Estaing. Et puis après on a parlé de beaucoup de choses, etc. Mais il était remarquable dans son intervention devant le public, vraiment. On a vu la taille d'un grand président, un polytechnicien, sans papier, sans rien. Et je crois qu'il avait déjà 80 ans à ce moment-là, mais il avait eu une clarté d'exposition, de précision remarquable. Vous avez vécu ces événements-là, cette longue période d'instabilité en Syrie, de guerre. Depuis 7 ans. Vous avez vécu ça oui. avec la population, comment oui. vous l'avez ressenti? Voilà, c'est-à-dire
de côté de l'extérieur, les médias ne montrent que l'aspect de destruction. Toujours, vous allez visiter du côté de la citadelle, les vieux souks, etc. C'est vrai, il y a ces destructions. Maintenant, ici, on n'a pas été sous bombardement par avion. Voilà la différence par rapport à Alep-Est. Ici, on envoyait sur nous des roquettes, des groupes armés de partout. On ne savait pas ni quand, ni pourquoi, ni où, mais ça dépendait des tensions, des attaques. Et on nous annonçait toujours par les médias que Alep allait tomber entre les mains de ces groupes armés. La proximité de la Turquie, etc. Des tas de points de vue, beaucoup de propagande. Mais nous, ici, dans nos quartiers, et moi personnellement, j'avais la conviction que Alep était Alep, la Syrie était la Syrie, et que toute cette guerre, c'est une, pour moi, ça c'est mon point de vue, c'est une orchestration internationale pour des intérêts. Et j'avais la profonde conviction, et je l'ai dit à des Français, à M. Éric Chevalier, etc., ils ne m'écoutaient pas. Je leur disais par exemple, Alep n'est pas la Libye, la Syrie n'est pas la Libye, la Syrie n'est pas le Yémen, la Syrie n'est pas même l'Irak, c'est autre chose, etc. Mais personne ne voulait m'écouter, voilà. Donc tu as été oppressé par l'Occident, on va dire. Moi je crois, oui. C'est des intérêts économiques et stratégiques. Il s'est trouvé que la Syrie était dans une position très sensible, très... oui, c'est ça. Et bien sûr, le conflit avec Israël, il y a beaucoup les sunnites, les chiites, beaucoup d'éléments se sont rencontrés à Alep. Mais je crois que les Occidentaux n'arrivent pas à comprendre et malheureusement les Français eux-mêmes qui ont été mandataires, ils auraient dû les premiers comprendre que la Syrie c'est un grand pays, c'est un pays qui a un gouvernement, une armée, des traditions, et qui est uni, quoi. Qui est uni, mais ils ont joué sur les divisions confessionnelles. Et dès le départ, j'ai senti que les ambassadeurs faisaient le pari sur la division de l'armée. Pour eux, c'était la grande victoire pour diviser le pays. Or, ils n'ont pas pu. Ils ont utilisé toutes les sommes, tous les mercenaires, 80 pays du monde, coalition, etc. Ils n'ont pas réussi. Ils ont détruit la Syrie, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Voilà ma conclusion. Et la Syrie? L'université d'Alep n'a pas été épargnée. Une enseignante qui parle très bien le français témoigne. Il y a eu des cours à l'intérieur, il y a du cours porté à l'intérieur là. Toujours il y a eu des cours. Mais il n'y a jamais arrêté. On n'a pas le droit d'arrêter. Mais ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. C'était trop risqué, c'était trop dangereux. Moi, à chaque fois que je sortais de chez moi, je dirais que est-ce que j'allais revenir pour ouvrir cette porte de mon appartement et y entrer? Je ne savais pas. D'accord. On prenait la voiture, je ne sais pas si je vais revenir pour trouver ma voiture et où elle va être emportée par des bombes. Chaque jour avait son histoire. Exactement. Mais c'était toujours un défi à remonter. Oui, c'est important ce que vous dites, parce que finalement, pendant toutes ces années de guerre, le campus ne s'est pas arrêté. C'est pas arrêté, c'est assez exceptionnel. À accueillir des étudiants, à faire des cours. Donc même le matin, par exemple, quand il y avait un cours à 8h30, c'est vrai que j'avais 5 étudiants dans la salle. Oui. Et sur par exemple, 200 étudiants pour l'année, mais je devrais faire cours. Même s'il y avait un seul étudiant, je devrais faire cours. D'accord. Donc il y a eu une continuité de l'enseignement. Exactement.
Il n'y a pas eu d'arrêt. Est-ce que ce que vous dites là est aussi vrai de l'enseignement classique, c'est-à-dire primaire et secondaire? Je suppose que ça a toujours continué, même pendant la guerre. Ça a toujours continué. Oui, même mais pour les enfants. Pourtant les terroristes voulaient qu'on ferme les écoles. Et c'est ce qu'on n'a jamais fait. On a D'accord. continué à enseigner, on a continué à aller au travail, à travailler, à donner la vie. C'est très beau ça. C'était dur. À chaque fois maintenant que je me rappelle où est-ce que nous sommes passés. Mais je me sens très satisfaite parce que nous sommes là. On est arrivé à... Et on peut dire qu'aujourd'hui... On a réussi à arriver au bout du tunnel. Au bout du tunnel, oui. Vous pensez qu'on arrive au bout du tunnel? On y est. J'espère. On voit la lumière. Très bien. Au moins on voit la lumière. On voit la lumière, c'est beau. C'est beau, on voit la lumière. C'est aussi à Alep que j'ai pu me rendre sur les scènes filmées par les fameux casques blancs et où siégeaient certaines ONG auprès de groupes terroristes avant la reprise de la ville par l'armée arabe syrienne. Des images que l'on peut retrouver dans le documentaire Les prémices de la victoire. On me retrouve donc sur un des lieux où des scènes de films de propagande ont été tournées par les casques blancs. Là c'est là où on Yeah. دور. Ils vont dire comment c'était fabriqué. Voici ce qui a été tourné par les casques blancs, ici même. Attention, les images sont un peu dures. Where senior UN envoy Stephen O'Brien warned that the city of Aleppo could become one giant graveyard if nothing is done to protect civilians. 45 people were killed by regime airstrikes in Aleppo. Nous croisons des habitants du quartier, nous en profitons pour leur poser des questions sur les casques blancs. Quand les gens voulaient sortir de ce quartier, quand la ville va se libérer, les terroristes, ils ont fait comme ça une ligne en tirant vers l'agent, vous sortez pas de ce quartier, vous restez ici. Ils ont lancé des missiles, et des obus, des grenades contre eux, pour ne pas les laisser sortir. Eux, ils ont tiré sur les gens pour ne pas les laisser sortir. Et après, directement, les acteurs de White Helmets ont commencé à filmer en disant voilà, c'est la police ou bien l'armée syrienne qui les a tués. وهيك؟ نعم. مشان يقولوا وهاي الجيش هو اللي ضربهم. نعم، بقوا يشيلوا الجرحى والقتلة بالأراضي ما خلوا حدا بعد ما صوروا ركبوا سياراتهم. Ils ont filmé les gens qu'ils ont tués et après ils ont conduit en allant et laissé tout le monde comme il était. Et alors lui, أنت صرت؟ أنا كنت هون. صرت تنقذ العالم يعني. نعم، بعد ما راحوا نجيب عربانات، نجيب زوزاكيات. Après leur départ, ils ont commencé avec des petits chariots, avec des mini-cabs Suzuki, etc. pour sauver les gens. Combien? في بعض القتلى شالوهم هن بأعمار اللي 25 ل 30 سنة. Il y a des blessés entre 25 et 30 ans que eux, ils les ont pris pour les utiliser et vendre leurs membres. Leurs organes. Leurs organes, voilà. Et combien les vieux les ont laissés. Femmes et hommes, ils les ont laissés. Mais les grands, les jeunes, ils les ont pris avec eux pour directement tirer et prendre leurs organes. Combien de victimes? Combien de morts? Entre 38 et 36 personnes. Enfants, vieux et jeunes. Voilà. Ils laissent personne s'approcher pour eux qu'ils filment comme ils veulent et disent ce qu'ils veulent. Il y a 2 personnes mortes
Ils ont sauvé, mais le cœur avait été pris. Les organes. Le cœur avait été pris. Non, pas les corps, les autres, les intestins, le foie. Ils ont vidé l'organe. Les reins. Les deux reins étaient partis. Une partie était. Qui achète les organes? Oh, il y avait une organisation, c'est Israël. Jusqu'à maintenant, ils travaillaient avec beaucoup de personnes en Turquie et c'est directement vers la Turquie. Plusieurs personnes étaient dans des hôpitaux en Turquie et ils avaient ici par exemple, et après les parents, ils le reçoivent mort, mais mort emballé. Mais les gens disaient, mais on veut voir qu'est-ce que s'est passé, c'était une blessure ici. Ils trouvent tout est vide, mais bien cousu et bien fermé. Et après, les gens ont découvert ça et ils n'osent plus envoyer un malade vers les hôpitaux qui se trouvent à la frontière et en Turquie. Ça, c'est juste que moi, j'ai connu dans mon village. Donc, juste pour reprendre l'histoire des casques blancs, donc qui sont les casques blancs en fait? Les casques blancs, c'était des acteurs. Voilà, c'est des acteurs. Mais des acteurs, mais qui étaient-ils? Des acteurs qui traînaient quelque part à l'extérieur et qui viennent ici pour jouer leur rôle comme casque blanc. Exactement. Et voilà ce que les témoins qui le disent. Eux, leur organisation ont tué les gens ici et après eux, ils sont venus pour dire « Ah, voilà, nous faisons quelque chose ». Mais à la fin, c'était pour filmer 10 minutes et après repartir. في بعض الحالات انه مثلا مثل حاله اسعاف ياخذونا على اساس معنا زايده موجوده تحت بياخذوا هي ما في عمليه زايده ولا في شيء بيروحوا البطن وبياخذوا La même chose, il dit la plupart, beaucoup de personnes dans des hôpitaux qui étaient ici, ils le reprennent, il a un petit problème. Il le prend, après c'est vide, est mort. حتى في كمان في حالات اسعاف عندنا هون بتطلع مثلا اجره مجروحه بطنه Des cas d'émergence, une blessure ici ou quelque chose ici, pris en Turquie pour l'hôpital, après quelques jours est revenu vide, mort vide. Et cousu, voilà ce que j'ai raconté. Cousu tout. Ça dans mon village, c'est plusieurs personnes. Pour terminer cette visite à Alep, je me dois de vous faire découvrir la citadelle d'Alep qui domine le centre-ville, une merveille de l'architecture militaire médiévale. Hama, une grande et belle ville qui n'a pas été épargnée par les assauts des groupes terroristes. Hama est une ville qui a été marquée par de nombreux événements au cours de son histoire. La particularité de Hama, ce sont les grandes norias, qui font un bruit très fort quand elles tournent. Malgré la proximité de groupuscules terroristes encore tout proches, parfois à peine à 200 mètres de ma position, la ville rayonne et on sent une bonne atmosphère, avec des personnes souriantes, souvent marquées par le confort. La ville ne s'est jamais arrêtée, à l'image de cette école. Le soir, la ville vit. Les spectacles qui animent certaines soirées nous prouvent une fois de plus que la Syrie est belle et bien vivante et que les Syriens n'ont jamais abandonné face à la haine qui s'est déversée des quatre coins du monde. Des sourires qui font oublier le temps d'un spectacle, les combats tout proches. زعل الخليل من عطرنا حالي
C'est à Hama que j'ai eu l'occasion de rencontrer les militaires qui risquent leur vie à chaque instant pour protéger la ville et où j'ai pu me rendre sur les lignes de front. Des témoignages que j'ai intégrés au documentaire Les prémices de la victoire. Aujourd'hui, la défense de la ville est, comme dans beaucoup de villes en Syrie, assurée par l'armée arabe syrienne, mais aussi par les milices civiles. Les accrochages sont où essentiellement? Les accrochages, ça se passe où? C'est toute la zone, là. Il y a un autre front. Oui. À l'est du village. D'accord. Ouais. Et en armement, ils sont bien équipés? Les terroristes ou nous? Les terroristes. Ouais. Ah oui? Ouais. مجهزين وعندنا المدعومين من امريكا ومن تركيا ومن السعوديه. Par les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Ah oui. C'est de l'arme lourde? Al-Nusra, l'arme lourde, oui. جبهة النصرة. ها؟ موجود سلاح ثقيل. معهم صواريخ ومعهم دبابات ومعهم مدافع مثل فوزليكا. Ah, ils ont des chars aussi? Ouais. Ah oui. هون بيضربوا المدنيين الآمنين. مثل محردي صقيلبي هاي ضيعة مسيحية بيضربوها. بيضربوا هذا الريف كلياته. Les civils, les enfants. D'accord. Les femmes. صواريخهم بتوصل على الريف كلياته حتى أبعد منا. ليك أنا يصابوني. Ah oui. يصورها. يصورها. فاتت الرصاصة من هون طلعت من هون من ورا. ما حد منكم معه إصابة لا؟ Ah oui. وهي إصابة هاي طلقة. وهي طلقة. هون في جرياتي هون في طلقة وهون في طلقة. بس بدنا ننتصر. Ouais, toujours ici. On va gagner. Hama est bien protégé. J'ai recueilli aussi de nombreux témoignages, en voici quelques-uns. Elle a perdu son œil. الله يقويك يا دكتورة. هلا ما عاد فيكي تشتغلي؟ عم تشتغلي؟ بدأت أنا انصبت من سنة و9 أشهر. من شهرين رجعت معاينات. Alors elle a été blessée il y a 1 an et 9 mois. بعمل تجميل. Et elle reprend tout juste les consultations. Elle est gynécologue. Oui. Je l'avais dit, oui, non, elle est gynécologue. Elle a été donc blessée il y a 1 an et 9 mois. Elle a eu plusieurs opérations dans les yeux. Elle avait perdu la voix aussi. Et puis donc plusieurs opérations ont été faites. Elle reprend seulement maintenant très légèrement un travail juste au niveau des consultations, alors qu'elle est, tu peux prendre l'ensemble. Elle fait aussi de la chirurgie gynécologiste. Elle fait aussi la détection du cancer à temps, en fait, détection précoce du cancer et toutes les choses qui sont liées, donc le traitement de la stérilité, le traitement le suivi des femmes enceintes. استاذي أنا الشظية لسه عند جزع دماغ وفاة في ميلي لاختراق جزع دماغ ميلي رجعتني على الحياة لأرض سوريا. واو. الشظية لسه سنتيين شظية كبيرة كسرت الحجاج وفاتت. L'éclat de l'obus, il est encore à l'intérieur, donc qui est rentré. Elle est à l'intérieur et à juste 1 millimètre de
de la colonne vertébrale, en fait, de la moelle épinière. Donc elle doit... المنفسي 15 يوم خزعوا لي الرغامة تنفس اصطناعي غياب وعي كامل. Elle est restée donc en respiration artificielle 15 jours. On lui a ouvert même ici un trou pour pouvoir respirer. في شلل باليد والرجل رجع أفضل. Elle avait une paralysie de la main et du pied. Maintenant, elle reprend progressivement la possibilité de mouvement donc dans ses membres. Elle dit que l'essentiel, c'est cette volonté de vivre. Et c'est ça qui permet de surmonter les difficultés et de revivre. Et, cette femme-là, elle amène la vie en plus. Absolument. أنا 30/12/2015 انصبت. 30/12/2016 عملت قلب جت وشعلت الشمعة ميلادي الأول. Waouh. Le 30/12/2015, elle a été blessée. Et le 30/12/2016, elle a fait un gâteau et une bougie, de revie, on peut dire, ou de renaissance. Elle a un an. Donc, et la vie mérite d'être vécue. Elle est belle. Et la beauté de l'être humain, la beauté dépasse la beauté de l'être humain. C'est très beau ce qu'elle dit. La beauté de l'être humain dépasse toutes les laideurs de ses erreurs. إن شاء الله بيكونوا معنا ونشعل شمعة طرد آخر إرهابي عندنا من سوريا. Et nous espérons que vous serez avec nous lorsque nous éclairons avec une bougie l'anniversaire de la libération de la Syrie du dernier terroriste. Du dernier terroriste. جوزي حمص وكنا بحمص محردي بحالة شعلت شموع صغار وكبار. Et il dit toute la ville de محرمة لها مكانتها الطيبة وخدماتها الكثير الإنسانية باتجاه الضياع. محردي هي خلت أمي تطلع من الحزن تطلع إلى الفرح. محردي جد. Donc en fait toute la ville s'est solidarisée avec elle et puis sa maman qui était à côté de moi, elle est où? Elle est où? Sa mère qui était à côté de moi, elle dit que toute la ville de Mhardé a allumé les bougies lorsque elle a pu revivre et elle a pu combattre la paralysie. Donc cette ville de Mhardé, elle est forte aussi de sa solidarité. Et toute la ville, elle est solidaire avec Dr. Rima. Et toutes les deux, elles sont fortes de leur... je peux dire, elles sont fortes de leur lutte pour la Syrie, de leur amour de la Syrie, en fait. Nous sommes tous, c'est ça qui nous unit tous, vraiment. Merci. Ouais, c'est vrai. Tous les membres de la famille sont présents dans notre maison en tant que... Toute la famille était à la maison. Et lui, il me dit, au moins 15 fois, en sortant, il y avait le missile à côté de l'autre. Donc c'est vraiment... miracle. Ce sont des miracles. Les habitants de cette ville sont des miraculés, à mon avis, permanents. Je vais maintenant vous emmener au Crac des Chevaliers, un lieu grandiose. En s'y rendant, on s'aperçoit rapidement que les affrontements autour de ce monument ont été terribles. عرفنا الطريق ذاك الناصر شلونه معاه علق نرجع من حل ما جينا
On comprend de par la vue que cette forteresse fut un lieu stratégique pour les combattants. D'âpres combats s'y sont déroulés. C'est Wadi Khaled. Et Wadi Khaled, ça a été un des foyers les plus actifs dans le Nusra. Wadi Khaled. Voici quelques images de ce lieu magnifique. Ah, pour les bébés. Ah, c'est les enfants, ouais. C'était les enfants. Ok, chill. Ah oui. تعال بساعدكم انا. لوين بعدين هيك؟ هيك بنصير عندهم فوق. طويلة هيك؟ لا ما كثير لا. والطرف على الوادي؟ Des moyens relativement limités. Mais quand ils sont arrivés à Palmyre, ils avaient de très gros moyens et ils ont fait des destructions abominables. De la même manière qu'ils ont détruit l'intérieur de Homs, la ville, le centre-ville de Homs et le centre-ville d'Alep. Hein. Donc voilà. C'était des horreurs en fait, vraiment des horreurs, des plus grandes laides horreurs de l'histoire. Je crois que l'histoire n'a jamais vu des horreurs et une sauvagerie pareille, vraiment. Contre la population civile, contre les gens, contre les soldats, contre les enfants, contre les femmes. Ça a été les pires sauvageries de l'histoire, je crois. Et Dieu sait si la Syrie en a vu. Hein. Le lieu est en rénovation. Des donjons situés à plusieurs kilomètres à vol d'oiseau permettaient la communication avec le Krak des chevaliers notamment. En voici un à Safita. Les chevaliers du temple, les chevaliers du temple l'ont prise comme quartier général pour eux à la fin des guerres des croisades.
وهو أضخم برج يعود للقرون الوسطى في الشرق الأوسط. أضخم برج أثري. C'est le plus grand donjon du Moyen-Orient, dit-il, qui reste du Moyen-Orient. وأضخم برج يعود للفترة الصليبية على مستوى العالم. Et c'est le plus grand donjon qui est de la période des croisades dans le monde. في عجيبة معمارية من دون أعمدة مثل ما كنتم شايفين. Oui, l'architecture tient sans colonne. Vous voyez, donc ça c'est une créativité architecturale importante, surtout quand on sait qu'elle date de longtemps, de 900 ans. أهلا وسهلا فيكم باسم المديرية العامة لأثر المتاحف باسم دائرة أثر صافيطة وشكرا لحضوركم. Et bienvenue au nom de la direction des antiquités de Safita et bon voyage ensemble. أي سؤال سريع؟ عمهلك الإشارة النارية راح تترجم يا عبد الحلال. طيب سوري عذرا. الإشارة النارية بيشعلوا نار. En fait, c'était un relais aussi, pas seulement entre la Méditerranée et le crack des Chevaliers, mais c'était un relais pour toute la Syrie aussi. Et donc le signal lumineux partait كأنه الإشارة النارية تنتقل خلال 5 دقائق من البرج لقلعة حلب للقسطنطينية. Oui. En 5 minutes, elle partait du donjon jusqu'à la citadelle d'Alep et jusqu'à la Istanbul en fait, Al-Constantiniya. Et oui. وهذا الدور المركزي. Ce jour est un jour où l'équipe nationale syrienne tente de se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 de football. Quasiment tous les commerces sont fermés. C'est l'occasion de retrouver mon ami Zahir dans un petit restaurant de la ville, où des personnes se sont retrouvées pour regarder le match tout en fumant la chicha. Non, du coup, non, je crois pas. Yeah. Bonjour. Bonjour. Un moment convivial, idéal pour échanger avec les personnes sur place. هلا انت بدنا شوي نحكي معك قولي لنا شو انطباعك كمان وشو هذا احكي وانا بترجم. اوكي اول شيء نحن كثير انبسطنا فيكم. انا اسمي غزل محمد. انا عمري 24 سنه. 24 عفوا قطعت لك هذا بس كملي يعني كملي عن حالك، عن شو بدك تعملي انه انا عم بدرس بانكينج
باقي لي سنة هلا مادة وبتخرج. Elle étudie finance des banques, oui. بجامعة Elle va à l'université de Tishrin, c'est l'université de l'Attaquié en fait, l'université de وأنا درست Tishrin. هالشي لأنه كتير بحبه. Et elle a fait ses études parce qu'elle adore ce domaine. ولأنه البنوك لها دور كتير منيح بدعم الاقتصاد هلا السوري. Et parce que les banques syriennes ont un rôle important dans le soutien et le support de l'économie syrienne. Et voilà. شو جاي على بالك تعملي بالمستقبل؟ شو متمنية لسوريا؟ شو متمنية للعالم؟ أكيد بتمنى لسوريا ترجع مثل قبل وأحسن، وبإذن الله رح نرجع. طالما نحن بهالروح المتوحدة رح نرجع. Et la question que j'ai posée, qu'est-ce que tu souhaites pour la Syrie? Elle me dit, de toute façon, puisque nous sommes avec cette âme et cette volonté d'union, nous réussirons, nous gagnerons et la Syrie sera mieux qu'avant. شو القضية بالمنظر عزيزتي؟ مش منظري منيح يعني؟ عسلامتك. لا بس نحن بالفرج جايين نشجع. حبيبتي vas-y يلا. Non, elle disait que de toute façon, elle va dire la même chose que ses filles. Alors de là, je conclus que c'est la maman et ce sont ses deux filles. Voilà, كملي هلا حديثك. شو وهالاسود وهالدم هذا كله ان شاء الله كله بده يروح. Après cette guerre, ces 7 années de guerre horrible que les Syriens ont vécu et qui a provoqué tellement de douleur, de noir, d'obscurité, peut-être de haine entre les gens, on ne pouvait pas imaginer que tout ça disparaisse dans un moment ou derrière un objectif qui est cet objectif de gagner le foot. Mais aujourd'hui, tout Syrien le souhaite et c'est vrai. Et elle nous a unis, ces matchs de foot nous ont unis et nous allons effectivement reconstruire notre Syrie bien mieux qu'avant. ونحن اهم شيء انه نحن هون مناح ونحن عم نحضر المباراة وكله بفضل جيشنا، الجيش العربي السوري. هدول الابطال ابطالنا، والله يرحم الشهداء، يرحم كل نقطة دم راحت على هالارض. ان شاء الله رح تزهر من جديد ورح يطلع جيل يحب البلد لسه اكثر من كل اللي حبوه قبل. Je voudrais dire aussi que si nous sommes ici et nous sommes en train de regarder ce match de foot, c'est grâce à notre grande armée arabe syrienne, grâce à notre direction politique. Et je peux dire que nous sommes tous très mobilisés, très unis, que paix pour l'âme de tous nos martyrs. Que Dieu aide l'ensemble des blessés aussi à guérir vite. Mais nous vous disons que nous portons toujours le drapeau ou le flambeau de cette lutte. Il y aura bientôt, les nouvelles générations seront encore plus engagées dans la défense de cette patrie, encore plus engagées dans l'amour de cette patrie, et nous serons mieux qu'avant. Tartous, ville côtière de Syrie. Une ville méditerranéenne, station balnéaire de Syrie. La ville fut épargnée des assauts terroristes, notamment parce que le seul port russe donnant sur la Méditerranée s'y trouve. Autant vous dire que la Russie ne peut laisser ce dernier tomber aux mains de ses groupes armés. Cependant, la ville de Tartous fut épargnée dans sa structure, mais c'est la ville qui compte le plus de martyrs en Syrie, morts pour la patrie. On peut apercevoir la seule île de Syrie, Arwan. ما في ترياتلون ولا ترواسلون. اوكي هلا سباحة عادية. سباحة بس اوكي. برافو عليك. تسلم ايديك. Donc c'est juste une épreuve de natation mais des nageurs de toute la Syrie. Donc c'est une épreuve nationale. Et pour fêter la victoire.
La victoire, en fait, c'est la libération de Deir Zor qui a fait un pas important dans la victoire. تعال جنبي حتى نتصور سوا. Il veut dire quelque chose, le potier? بدك تقول شيء؟ بدك تقول شيء؟ قول شيء اللي بدك. شو عم تستنى هون؟ شو عم تساوي هون؟ اليوم الجمعة ما في مدرسة. انتوا الاثنين هن بدهم يشوفوا نحن ناطرين بابا. ناطرين نازل بسباق هون. ناطرين السباق. بابا عم يسبح بالهذا؟ مش هسه رح يبلشوا من ارواد يمشوا. 10:30. بلشوا هلا بلشوا. بلشوا اوكي. معه؟ Ils sont partis. بس الانشاء لسه هلا ما طلعوا. لا لسه ما طلعوا. Ouais, c'est ce que j'ai compris, ouais. Et du coup, ils partent d'où? Ils partent de Lille, c'est ça? Oui. Et ils arrivent ici. Il arrive ici, lui il attend son père. D'accord. برافو. قديش انت عندك علم كم واحد بدهم يشاركوا هون مع ابوك؟ يعني هلا رجال معنا كتار. ليش في نساء كمان؟ في نساء. باوي؟ في نساء. كم واحد اللي عم بيصير؟ هلا رجال معنا كتار يعني بحدود 10 تقريبا. ايه والنساء؟ نساء والنساء على النساء كمان كتار. 7 نساء 7 بنات. ايه والرجال 7 بنات صغار. وفي اشبال كتار. شباب قالنا اشبال بقد عبد الله. روحوا نمشي نشوف سير المحافظ. Il y a les femmes qui vont participer et les hommes. Donc, il y a des jeunes filles aussi et la jeunesse, la plupart composée de jeunesse. Et lionceaux, l'Ashbal. C'est cet âge-là. C'est à Tartous que j'ai à nouveau pu revoir Ali, le blessé de guerre touché par un obus israélien dans la région du Golan. J'ai pu constater le changement en 2 ans, marié, une petite fille et des constructions d'agriculture et d'élevage malgré la perte de ses 2 jambes. Une force de la nature. كيفك يا علي؟ الحمد لله نشكر الله الحمد لله رب العالمين. ذكرته لفرانك؟ هذا شغلي كله. Super. شكرا كثير. Nous avons terminé la journée dans un restaurant de Tartous, une ambiance incroyable avec les autres clients de ce restaurant. Le tout accompagné par un groupe de musique qui donnait du baume au cœur. وشارب الحب طول العمر سكر بالكتاب في العشافة اللي بياكل منه يموت ويا ويلو شيعة يا حبة
Sur le chemin du retour sur Damas, j'ai pu visiter la ville de Kara, tout fraîchement libérée. Et nous sommes partis à la découverte du monastère de Mar Moussa, lieu impressionnant vu du bord de la route. L'ascension se fait facilement grâce aux marches bien entretenues, et l'effort est très vite récompensé quand on arrive en haut. Je pense qu'il faut prendre des escaliers là. Non. Il faut prendre là, je pense. Je sais pas, il n'y a plus. Il y a l'air d'y avoir plus rien là. Enfin, c'est les maisons, mais je crois que je peux monter encore un peu comme ça. Tu connais? Non, je pense, hein, c'est en arrivant là, j'ai vu ça. Okay. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. C'est gentil. Dommage, on n'a que 5 minutes. on les a déjà pris. Shukran tir. Welcome. There is 2 persons. Je peux filmer? J'ai le droit? Ah, d'accord. C'est beau, hein? C'est Christian? Yes. Orthodox Christian? No, it was Orthodox. Now we are Syriac Catholic Church. Well, Catholic Church. Yes. Oh. And before it's Orthodox It was Church. Orthodox. Before 1831. 1831. Bien sûr, je vais voir cette photo, c'est incroyable. C'est magnifique. Retour à Damas pour terminer ce voyage. Damas, capitale de la Syrie. Damas est pleine de vie, quelle chance de pouvoir ainsi voir cette ville. Les rues grouillent de monde, les commerces sont tous ouverts. La nuit commence à tomber sur Damas, il est temps d'aller faire un tour dans le souk de la ville. Damas, c'est aussi l'occasion de partir à la rencontre des gens. Le dialogue est facile et ils ont envie de parler de la Syrie.
اسال فهد انتوا بتحكي فرنسي ولا لا؟ لا والله لا ولا ما تبدي احكي عربي بعدين فرنسي. اوكي. J'ai aussi pu réaliser quelques interviews. Voici deux d'entre elles. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Saïd Hilal Al-Sharifi, je suis journaliste syrien. Très bien. On sait que la Syrie a été attaquée par différentes nations, on va dire, différentes personnes. Pouvez-vous nous dire quels sont aujourd'hui, d'après vous, les ennemis de la Syrie? Ils ont commencé avec 80 pays, je crois, au début, en 2011. Maintenant, ils sont 5 pays présents sur le terrain, les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Belgique et leurs alliés. Ils ne sont plus aussi nombreux qu'au début. Maintenant, on est presque à la fin de la guerre. Donc oui, vous sentez une amélioration donc, dans la situation syrienne? C'est nettement clair sur le terrain. L'année dernière, les terroristes ont occupé au moins 80% du territoire syrien. Maintenant, c'est l'inverse. C'est l'État qui contrôle plus de 80%. C'est même 90% des territoires. Il est en train de gagner tous les jours des surfaces nouvelles sur tout le pays. D'accord. Et du coup, donc, on a parlé donc, des ennemis, mais la Syrie compte maintenant de nombreux alliés aussi. Ces alliés n'ont pas changé, ce sont toujours les mêmes depuis le début. Ils sont connus pour tout le monde, à savoir au début la Russie, l'Iran, la Chine et le Hezbollah libanais. Et maintenant, comment sont aidés les terroristes par leurs alliés? De quelle manière sont-ils aidés? Je sais qu'à une époque, il y a eu des livraisons d'armes, du soutien de l'entraînement, une facilité pour rentrer dans les frontières syriennes. Aujourd'hui, de quelle manière sont-ils aidés ou sont-ils délaissés Vous pouvez dire qu'ils sont délaissés à leur sort. Ils ont été dernièrement aidés par le largage par avion, mais maintenant ils se servent de leurs réserves d'armes et de munitions, mais ils sont presque à la fin. Ils ne pourront plus continuer parce que vu les territoires qu'ils ont perdus, ils ont des problèmes de logistique et d'approvisionnement. Et l'armée syrienne n'arrête de serrer les coups autour de ces terroristes pour les empêcher, pour les encercler et les empêcher de s'approvisionner. Je crois qu'on assiste maintenant au dernier jour de cette guerre. Et pouvez-vous nous dire la place d'Israël dans ce conflit en fait? L'Israël fait partie prenante des agresseurs occidentaux contre la Syrie. Elle a toujours soigné les blessés du Front Al-Nusra dans ses hôpitaux et c'est connu pour tout le monde, ce n'est pas un secret. Elle a financé, elle a armé. On a découvert lors de la libération de la ville de Homs des armes de provenance israélienne. C'était des armes de fabrication israélienne. Et il n'a pas manqué de soutenir surtout le Front Al-Nusra. Pensez-vous que les ennemis de la Syrie dont on a parlé vont utiliser d'autres moyens de se déstabiliser la Syrie? Donc jusqu'à maintenant c'était donc le groupe terroriste, mais vont-ils utiliser d'autres? Il y a eu l'embargo. Vont-ils utiliser, d'après vous, d'autres? À mon avis, il ne reste plus rien à utiliser. Ils ont utilisé toutes leurs cartes. Ils maintiennent toujours, les Occidentaux, les sanctions criminelles contre le peuple syrien. Ils prétendent dans les médias dire que ces sanctions visent le gouvernement syrien, alors que c'est faux. Ces sanctions ne visent que le peuple. Et vous pouvez voir les répercussions de ces sanctions dans la rue.
et auprès des gens. Donc ça fait plusieurs fois que je vais en Syrie et je constate que le peuple soutient donc le président et une ferveur très patriotique. Vous pouvez confirmer ça? Et je confirme 100% que si la Syrie a gagné, c'est parce que le peuple a été autour du président et autour de l'armée. Et donc, contrairement à ce que disent les médias occidentaux, mainstream, comme on dit, le président Bachar el-Assad ne massacre pas son peuple. Absolument pas, il défend son peuple. Merci beaucoup. Vous voulez dire vous avez envie de dire quelque chose Je dis que la vérité, on ne peut pas la voir en France via les écrans de télé. Il faut venir en Syrie, rencontrer les gens. Et vous avez vu ce que vos compatriotes n'ont jamais vu là-bas. La vérité, elle est ici. Et ce que nous diffusons, nous, en langue française aussi, sur Facebook, dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Je remercie une grande partie des Français qui comprennent enfin que cette guerre, c'est une guerre mondiale contre la Syrie et elle n'est pas pour secourir le peuple syrien, mais pour s'accaparer de la richesse de la Syrie. C'est une guerre pétrolière. Well, my name is Firas Chalabi. I'm from Aleppo. We work in the textile industry, and I used to live between Aleppo and UAE. Alep donc a été touché donc par les attaques terroristes. Comment a-t-il vécu ces moments tragiques? Right, it was such a tough time because it was not easy to live there with all the missiles we were receiving from the rebels. But as for me, I refused to leave my country, and I insist to live in Aleppo and stay over there. Si j'ai bien compris, les groupes terroristes ont pris son usine et la détiennent toujours. Donc du coup, maintenant, de quoi vit-il? Comment vit-il Well, you know, people, they try to survive even with a small business. Like you, for instance. Yeah. For us, we could not work in textile as our factory is still under the control of the rebels. But other people, they try to shift their machinery in order to keep this industry and try to survive even with the minimum things, because we did not have electricity. It was so difficult to produce things, but people they were eager in order to keep this business and keep this industry. Donc pour lui c'était assez difficile parce qu'ils ont tout perdu. Tous les groupes terroristes ont pris leurs usines, ont tout pris. Alors après certaines personnes qui avaient des usines ont transporté leurs machines dans des zones donc, du gouvernement et ont toujours essayé de faire fonctionner, bien sûr à un niveau beaucoup moins important, l'industrie textile. C'est vrai que c'était premier, c'était très difficile parce qu'il y avait des coupures d'électricité, souvent c'était avec des générateurs, il n'y avait pas du tout d'électricité, mais vous avez toujours des personnes qui se sont battues pour garder cette industrie textile. Donc aujourd'hui on voit que Alep a été libéré, que la vie reprend son cours sur Alep, même si les destructions sont terribles. Comment voit-il l'avenir sur Alep? I mean, the future of Aleppo. Don't forget, Aleppo. It's well known as the heart of the economy in Syria. So people, they start to run their factories. Now the electricity condition is much better compared to before. So I can see that people gradually, within like I would say a maximum a year, things will look so different. People, they will start to reinvest in their industry, and hopefully the life will be back very soon. Il est très confiant dans le futur d'Alep. Comme il dit maintenant, l'électricité commence à revenir. Il y a beaucoup moins de coupures de courant. Il sent que les gens veulent réinvestir dans l'industrie textile ou dans d'autres domaines de l'industrie à Alep. Comme il dit, Alep a toujours été le poumon économique de la Syrie. Et donc pour lui, il pense que déjà depuis la fin
depuis les événements d'Alep, c'est-à-dire en décembre 2016 où la partie Est a été reprise. Mais déjà maintenant, ils voient que la vie commence à reprendre, que les gens commencent à être beaucoup plus dynamiques et ils pensent que d'ici un an, ça va vraiment reprendre, que vous allez avoir une activité économique qui va reprendre vraiment au niveau d'Alep. Concernant justement la période où Alep était assiégée, beaucoup de Français pensent encore qu'il y a des rebelles modérés. C'est le terme qu'ils emploient dans les médias en face. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur ces gens qui détruisent en fait la Syrie et qui sont-ils Well, I don't consider that there is any kind of things called moderate rebels because these people they were killing innocent people. They were throwing missiles on a daily basis on all our zones where we used to live. So moderate rebels will not kill people if they're fighting for something. So I believe they are criminals and they were doing as a terrorist they do usually. Non, donc ils pensent que ce sont en fait des terroristes. Comme il dit, si c'était vraiment des rebelles modérés, ils n'auraient pas tué des innocents comme ils ont fait, envoyer des missiles sur des habitations à Alep Ouest qui étaient habitées donc, par des civils, par des Alépins. Donc en fait pour lui c'est tout à fait faux. C'est pas du tout des rebelles modérés, ce sont simplement des terroristes qui se donnent un plus joli nom de rebelles modérés. And just one thing is like for them when you call moderate, these people, if you are against them, if you don't go with their mentality or with their ideas, they will kill you and behead your head. Donc en fait, comme il dit, ils se disent rebelles modérés, mais en fait, si vous ne pensez pas comme eux, ils vous tuent de suite. Il faut ou penser comme eux et adhérer à leur idéologie, ou alors sinon vous êtes tués. Donc c'est quand même une drôle de définition pour des gens qui se disent des rebelles modérés. C'est clair, c'est sûr. Est-ce qu'il a envie, bon je vais pas l'embêter plus longtemps. Je vous en prie, voilà, ouais, il accepte. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il a envie de faire passer un message ou est-ce qu'il a quelque chose à dire pour la France? Do you have a message for France, for the French people that you want to say? Do you want to? Well, the only message that I want to say is I hope people now they will realize that and they open their eyes and see both sides of the reality. You know, don't concentrate on what the media only brings you. Try to open your eyes on the other side in order to understand the reality. Donc il demande simplement aux Français d'ouvrir leurs yeux et de ne pas suivre ce que les médias leur disent en France, qui est complètement faux. Et il demande aux Français en fait de vraiment ouvrir les yeux et de regarder la réalité de ce qui se passe vraiment en Syrie. Merci. Je finirai sur cette petite rencontre au détour d'une rue de Damas avec ce monsieur qui était heureux de pouvoir à nouveau utiliser son français. De cela, c'est la question de, par exemple, au Liban, en Syrie, c'est comment ça s'appelle, pour Jésus-Christ, il va revenir, j'espère, prochainement. Alors, il soit ensemble avec un petit-fils de Mohammed, vont être ensemble pour avoir certitude que tous les gens dans tout le monde, qu'il y a un rayonnement de Dieu, qu'il y a la paix, il y a la... J'espère. عندي لأجل فراقكم آلام فعلى ما أعزل فيكم أولام ويذيب روحي نوح كل حمامة فكأنما نوح الحمام حمام من كان مثلي للأحبة فاقدا لا تعذلوه فالكلام كلام إن كنت مثلي للأحبة فاقدا أو في فؤادك لوعة وغرام قف في ديار الظاعنين ونادها
يا دار ما فعلت بك الأيام